Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre magazine d'information sur Télé Sud, Global Africa. Panel Hebdo, l'actualité revue et revisitée, bousculée aussi par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, analyses et aussi leurs humeurs parfois sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Alfred Shango-Lokoro. Bonjour Alfred. Bonjour Francis. Gracien Rokindi-Kiza, bonjour. Bonjour Francis. Maître Jean-Paul Benoît, bonjour. Bonsoir à tous. Et Jean-Aimé Mouketou qui est avec nous, Jean-Aimé Mouketou qu'on va présenter à nouveau, puisque vous n'êtes pas souvent avec nous dans l'émission. C'est un plaisir de vous revoir. Vous êtes géographe, enseignant, analyste politique et conseiller stratégique de l'UDB, c'est l'Union démocratique des bâtisseurs. C'est le parti présidentiel au Gabon. Bonjour Francis, oui, c'est cela. C'est bien cela. C'est bien cela, oui. En fait, depuis notre dernière émission, vous avez donc pris, si j'ose dire, ces galons, ces responsabilités de conseiller stratégique du parti présidentiel gabonais. Oui, comme vous le savez, au mois de juillet 2025, le président Oligui a mis en place un parti présidentiel, donc comme vous l'avez si bien présenté, donc l'Union démocratique des bâtisseurs. Et c'est sur la base de ce parti politique que j'avais été nommé donc conseiller stratégique de ce parti et je suis dans la diaspora. Je travaille donc avec le président fondateur du parti, le président Oligui, et c'est un parti du peuple. Voilà. Donc vous aurez deux étiquettes dans cette émission, donc conseiller stratégique de l'UDB et aussi analyste politique. Merci, je vous en prie. Merci d'être avec nous. 3 sujets analysés, commentés, débattus dans cette édition de Panel Hebdo. D'abord le Gabon, justement. Le Gabon avec le procès de l'épouse et du fils du président déchu Ali Bongo. Ces deux personnalités ont été condamnées ce 12 novembre à 20 ans de réclusion criminelle pour des délits financiers. À quoi aura donc servi ce procès? C'est une question parmi d'autres restée sans réponse après ce procès expéditif qui n'aura duré que 2 jours et qui fut suivi d'un autre procès, celui d'une dizaine de personnes, des collaborateurs et proches de la famille Bongo. Décryptage dans cette émission. Autre sujet, la vie politique en France, quasiment vampirisée par la montée des idées de l'extrême droite. Au-delà des sondages qui placent le Rassemblement national aux portes de l'Élysée, comment évaluer l'extrême droitisation du climat social et politique en France? Nous en parlons ici à moins de 500 jours de la prochaine présidentielle en France. Enfin, une nouvelle séquence du conflit RDC-Rwanda. Cette semaine, Kinshasa et le groupe armé M23 ont signé à Doha, au Qatar, un accord cadre préalable à un accord de paix. En quoi cette nouvelle déclaration de principe peut-elle faire avancer la cause de la paix à l'est du Congo? Réponse peut-être dans cette émission, enfin tentative de réponse en tout cas dans cette émission. Premier sujet donc, le Gabon et le procès des Bongo. Sylvia Bongo, épouse de l'ex-président Ali Bongo, et leur fils Nourdine ont été condamnés ce 12 novembre à Libreville à 20 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à une amende de 100 millions de francs CFA, ce qui équivaut à 152 000 euros pour, je cite, détournement de fonds, 152 000 millions d'euros, non? Millions d'euros, 152 millions d'euros, c'est ça. J'ai dit 1000 euros. Oui. D'accord, c'est bien plus. Vous êtes très gentil. Merci, oui. Merci. Il est modeste. Alors, ils ont donc été condamnés pour détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux, usurpation de titres et association de malfaiteurs. Par ailleurs, les 2 prévenus ont été condamnés à 3,35 milliards d'euros au titre des préjudices moraux et financiers subis par l'État gabonais. Le verdict a été prononcé à l'issue d'un procès qui n'a duré, je le disais, que 2 jours et en l'absence des prévenus qui séjournent actuellement au Royaume-Uni. Je me tourne vers vous, Jean-Aimé Mouketou, conseiller stratégique de l'UDB, parti présidentiel du Gabon. D'abord, à quoi aura servi ce procès qui intervient après l'exfiltration à l'étranger des prévenus qui semblent assurer donc de ne jamais purger leur peine, quoi. En tout cas, pas sur le sol, pas en terre gabonaise. Oui. Alors, Francis, si vous me permettez, je voudrais d'abord rappeler le contexte dans lequel ce procès est organisé. Il ne faut pas oublier d'où nous venons, nous, Gabonaises et Gabonais. Nous avons connu 42 ans du règne d'Omar Bongo. 42 ans. Certains diraient que c'était ce que nous avons vu en France, qu'on appelait, si vous voulez donc, le monarque éclairé.
Vous voyez, entre guillemets. Ensuite, 14 ans du règne des ténèbres, si vous me permettez l'expression. Nous allons revenir sur ça. Et à la suite, si vous faites le total... 14 ans de ténèbres, c'est Ali Bongo, c'est ça? Oui, Ali Bongo, vous avez vite compris. Alors, ensuite... Il fallait préciser. C'était inutile de préciser. Mais il fallait quand même. Voilà, je précise 14 ans, vraiment, du règne des ténèbres. Et ensuite, il y a eu ce que moi j'appelle la révolution libératrice, que vous les journalistes, vous qualifiez souvent de coup d'État. Le 30 août 2023. Voilà. Ça s'appelle un coup d'État, en fait. Bon. C'est une révolution libératrice par rapport à ce que j'étais en train de vous dire. Même s'il a été applaudi par les Gabonais, ce fut un coup d'État. Il a été applaudi par les Gabonais après ce coup d'État, mais moi je parle, j'insiste, de la révolution libératrice. Bon. Et ensuite, il y a eu le référendum qui avait été organisé. À la suite de ce référendum, il y a eu l'élection présidentielle qui avait été organisée. Vous connaissez le résultat. Les Gabonais se sont rendus massivement voter donc le président Oligui. C'est ça. Et je voulais vous dire que le président Oligui, élu donc président de la République, il est aussi chef de, comment on appelle, le Conseil supérieur de la magistrature. D'accord. Qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? Il veut donner, si vous me permettez cette expression, un ton fort face aux personnes qui sont soupçonnées, vous voyez, du détournement, qui ont dévoyé, qui sont traités comme des gens qui ont détourné de l'argent, des grosses sommes. Il donne donc ce ton pour dire à ces gens qui sont en train de voler que ça suffit de détourner, si vous voulez, donc les deniers publics. D'accord. En sus, il veut aussi arrêter ce que... Vous voyez, on parle souvent de la corruption. Il veut lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que ce n'est pas simplement le procès de ces personnalités, c'est le procès d'un système, c'est ça? Voilà. Non, pas seulement le système, c'est-à-dire que c'est par rapport, si vous voulez, donc, à la Ve République que nous sommes dans la Ve République. Procès du système Bongo ou pas? Non, c'est pas le procès, je ne veux pas me limiter au système Bongo. Il s'agit d'une Ve République naissante qui est en train de donner un ton contre ces personnes qui ont comme stratégie, quand ils ont des responsabilités, c'est de détourner les deniers publics, c'est-à-dire l'argent du contribuable. Bon. Et je disais qu'en sus, vous voyez même sur la chaîne, disons sur la scène internationale, on parle beaucoup de pays africains qui sont corrompus. C'est un combat pour le président Oligui. L'enrichissement illicite, c'est un combat pour le président Oligui. Donc, mais le président Oligui a fait partie du système aussi, quand même. Oui, vous savez, nous sommes en France. Ceux qui ont fait la Révolution française, ce sont les loyalistes. Ça a commencé à Versailles. Ensuite, le peuple a rejoint. Vous voyez, comme on dit en français, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Le président Oligui... Donc il n'y avait que quelqu'un qui avait appartenu au système qui pouvait le changer, c'est ça? Mais écoutez, c'est ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas une première dans le monde. Donc le président Harry, le président Oligui, il veut arrêter ses comportements. D'accord. Vous savez, quand on vous le dit, on vous le dit ainsi, c'est que nous constatons par exemple en Afrique, pendant que le Gabon est en train de lutter contre la corruption, nous avons encore nos frères et nos sœurs africains qui ne comprennent pas que la lutte contre la corruption, la lutte contre l'enrichissement illicite, c'est ce qui participe au sous-développement de l'Afrique. On ne peut pas comprendre que... tout à l'heure, nous allons parler de la RDC. On déborde du sujet, là. Voilà. Donc, voilà. Oui. Mais c'est le conseil stratégique qui parle ou... Est-ce que ce procès, parce qu'il y a eu un deuxième procès, on va en parler tout à l'heure, est-ce que ce procès, celui en tout cas de Madame Bongo, Sylvia Bongo et son fils Nourdine, est-ce que ce procès a apporté toutes les réponses que les Gabonais attendaient en ce qui concerne les pratiques, ces pratiques-là en tout cas, qui avaient cours pendant les 2 mandats d'Ali Bongo? Le procès qui a eu lieu au Gabon, il faut déjà dire que ce n'est pas un procès expéditif. Je vous ai entendu dans votre propos. Oui, enfin, il a duré 2 jours. Et certains ont même dit que c'était un procès pour la forme. Non, ce n'était pas un procès. Dont le verdict était connu à l'avance. Les présumés, les gens qui ont détourné de l'argent,
ils ont été entendus en enquête préliminaire. Et vous avez écouté, vous avez suivi, le procès était en direct sur les chaînes publiques. Donc, ils ont reconnu eux-mêmes d'avoir détourné des milliards, plus de 400... Vous parlez de Mme Bongo et de son fils. Plus de 400... c'est la question. Moi, j'en étais d'abord à Mme Bongo et Nourdine. Bon, alors, 2 jours de procès. Et bon, voilà. Est-ce que ce procès, celui-là, précisément, a apporté les réponses qu'attendaient les Gabonais? Les réponses sont là. Sur les pratiques qu'on reprochait à ces personnalités, deux personnalités. Oui, les réponses sont là, mais ce n'est qu'un début. Oui. Vous savez que les présumés, ceux qui ont été jugés, ils ont cité un certain nombre de personnalités. Oui. Et ces personnalités sont convoquées. Oui. Ils seront convoqués devant les magistrats. Les magistrats, donc la magistrature gabonaise. Oui. Et ce n'est pas les moindres. Hein. Ce sont des personnalités qui occupent des... Non, mais restons sur le procès de Mme Bongo. Alors, Bongo. On va y aller par séquence, hein. Si vous voulez bien. Alors, procès pour la forme, parce que ces personnalités ont été exfiltrées du Gabon avant la tenue de leur procès. Donc, voilà, c'est une condamnation par contumace, quoi. Mais chacun sait que ces peines ne sont jamais purgées au Gabon. Vous le savez très bien. Écoutez, vous savez, donc, c'est une condamnation pour la forme. Il y a certains qui voulaient que, après le coup d'État, comme vous le dites, moi je parle de la révolution libérale, donc de d'août 2023, ils ont été arrêtés. Il y a la problématique de leur santé qui a été posée. Il y a l'Union africaine qui est venue intervenir. D'accord. Nous sommes d'accord. Ils ont été exfiltrés pour des raisons humanitaires. Non, attendez, le président Oligui, par rapport à ce contexte, cette situation donc des 3, si vous voulez, donc, qui sont sortis, ils avaient des problèmes de santé. Ensuite, il y a l'Union africaine qui est venue intervenir. Ils sont sortis pour se faire soigner. Ils étaient tous malades. En même temps. Écoutez. Non, mais c'était juste pour préciser. Moi, je respecte la décision qui a été prise. Oui, forcément, c'est déprimant, la prison, forcément. Donc, les magistrats gabonais, je respecte les décisions de la magistrature gabonaise. Non, mais je vous pose des questions que la population se pose, hein, tout simplement. Donc, procès pour la forme, parce que, bon, il fallait quand même que ce procès... Non, c'est pas... Je ne dirais pas que c'est un procès pour la forme. Vous savez, je voudrais que... on essaie un peu de comprendre ce Gabon, ce petit Gabon. Il y a des pays aujourd'hui qui sont des grandes démocraties. On parle des États de droit. Vous savez, nous sommes en train de construire un État de droit. Et la construction d'un État de droit, c'est tout un processus, Francis. D'accord. Donc ce sont des personnalités emblématiques de ce processus de construction de l'État de droit, ceux qui ont été condamnés. Mais écoutez, sur le plan judiciaire, nous sommes en train de montrer à la communauté internationale que la lutte contre la corruption, la lutte contre l'enrichissement, quand on vous dit que quelqu'un qui a été chauffeur du président de la République, directeur de cabinet qui gagne 80 millions de francs CFA, ça fait plus de 130 000 par mois. Vous savez combien gagne le président de la République française? Il a un salaire brut à peu près de 16 000 €. Salaire net, ça va, je crois, autour de 14 000 €. Très bien. Alors, pour un directeur de cabinet adjoint qui n'a aucune expérience... Et le président gabonais gagne combien? Le président gabonais gagne combien? Alors là, je ne peux pas vous dire... c'est la question. Vous ne savez pas. Je ne peux pas vous dire sur Ali Bongo. Il avait, si vous voulez, donc, le budget de l'État. Et le président actuel, il gagne combien? Le président actuel, il a un salaire qui tourne autour de 30 000 €. 30 000 €. Et le président français, vous avez dit 16 000 €. Vous savez, donc déjà, on voit bien qu'il y a quelque chose qui coche. Vous savez... Non, mais ils ont le droit de payer le président. Ils ont le droit. Mais s'ils veulent lutter contre la... le Gabon, c'est un salaire, c'est pas de la corruption. Le Gabon n'est pas n'importe quel pays. Mais je pense que entre 30 000 € et un directeur de cabinet qui a 130 000 € par mois et qui n'a aucune expérience, qui n'a pas été élu par le peuple, je pense que le président gabonais, s'il a 20 000, 30 000 €, ça peut se justifier. D'accord. Alors, on va passer au deuxième procès, qui a eu lieu, celui de ceux qu'on appelle la Young Team. C'est le même procès. Non, mais enfin, d'accord. Il y a eu un procès par contumace, et puis il y a eu donc cette
c'est désormais épisode en quelque sorte, judiciaire avec donc 10 personnalités proches de la famille Bongo accusées de divers délits financiers ou de complicité. Ce verdict a été prononcé cette semaine. Alors certains ont qualifié ce verdict d'historique. C'est ce que vous dites aussi? Oui, c'est un verdict historique. De quel point de vue? Sur le point de vue de la construction d'un État de droit. Ah oui, d'accord. Quand je parle de l'État de droit, s'il vous plaît, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'enrichissement illicite, c'est ce que nous observons dans les États de droit, les États démocratiques. Par exemple, en France, vous ne pouvez pas vous permettre, étant fonctionnaire, quand on est fonctionnaire, on ne peut pas devenir multimilliardaire. D'accord. Voilà, que ce soit en Afrique, en Occident ou bien dans les autres pays. Étant fonctionnaire, vous ne pouvez pas justifier un compte avec plus de 100 millions, par exemple, de 100 milliards, si vous voulez, donc, de francs CFA. Ce n'est pas possible pour un fonctionnaire. Oui, mais enfin, bon, c'est des pratiques qui ont été, disons, acquises depuis des décennies au Gabon. Mais nous luttons en ce moment sous la Ve République, sous la présidence du président Oligui. Nous luttons, je précise bien, contre la corruption, contre l'enrichissement illicite. Et pour une gouvernance, vertueuse. C'est ce qu'on entend bien. Est-ce qu'on peut imaginer que le procès de ces 10 personnalités, cette Young Team, permette de compléter la liste de toutes les personnes, d'autres personnes suspectées ou de complicité avec le système Bongo? C'est un processus qui est en marche. Donc il y aura d'autres procès? Et vous avez suivi, il y aura d'autres procès ou pas? Oui, certainement, il y a des prévenus qui ont cité. Là, par exemple, nous avons des directeurs qui ont dirigé certaines banques. Je pense qu'il y a, par exemple, au niveau du trésor public. Donc vous dites qu'il pourrait y avoir d'autres procès parce que si. Les investigations continuent donc? Bien sûr, ça continue. Il y aura du monde, hein? Écoutez, c'est un processus. Ça fera beaucoup de monde, non? C'est un processus. Oui. C'est un processus. Voilà, c'est un processus. Il y a, au fur et à mesure, les gens seront... Beaucoup de monde pourrait se sentir concerné. C'est-à-dire voilà, ces investigations judiciaires. Et nous faisons confiance à nos magistrats. Oui. Vous savez, ceux qui jugent... Ça pourrait aller jusqu'au cœur du pouvoir actuel aussi. Hein. Mais le cœur du pouvoir, je vous parle déjà par exemple, au niveau des responsables des banques, au niveau des responsables de la trésorerie générale. Il y a certains ministères qui ont été cités. Donc, les magistrats, ils vont certainement convoquer toutes ces personnalités. On va écouter Maître Jean-Paul Benoît dans quelques instants, Maître Jean-Paul Benoît, avocat. Vous savez que, voilà, de leur côté, les Bongo ont aussi envisagé d'intenter un procès à l'État gabonais, notamment sur les conditions de leur détention. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Écoutez, moi, c'est que je vois qu'en regardant les plateformes numériques, ça c'est de façon générale, je vois que des gens qui ont été arrêtés, qui publient des vidéos montrant les conditions dans lesquelles ils étaient en détention. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces vidéos ont été, si vous voulez, ce sont des vraies vidéos qui ont été, je ne sais pas, filmées là où ils sont. Vous savez, nous sommes dans un monde où les gens sont capables de tout. Vous voyez. Alors, s'agissant de Sylvie Aimé Valentin, je précise bien, et son fils Nouridi Valentin, s'agissant de l'ex-première dame, dès qu'elle avait été arrêtée, elle a bien dit qu'elle n'était plus gabonaise. Nous sommes d'accord. Alors, elle sort du Gabon parce qu'il y a eu le problème de sa santé qui a été posé. Elle vient à l'extérieur. Si elle était gabonaise, après avoir fait ses examens médicaux, ce qu'elle aurait pu faire, c'est de répondre à la convocation de la justice de son pays. Puisque cette justice, vous avez vu par exemple les membres de la Young Team. Vous éloignez de ma question là en fait. Pardon? Vous éloignez de ma question. Non, je ne m'éloigne pas de votre question. Non, je vous parle des actions judiciaires engagées par Mme Bongo et son fils contre l'État gabonais. Je reviens, mais je parle, puisque vous parlez de Sylvia, je voulais vous dire que cette personne qui engage des actions judiciaires contre l'État gabonais, si elle était gabonaise, il faut qu'elle réponde d'abord à la convocation de son pays, donc la justice de son pays qu'on appelle le Gabon. Et le procès qu'elle tente à l'État gabonais. C'est étant à l'extérieur qu'elle engage une procédure contre, soi-disant, son État
Vous voyez, étant à l'extérieur. Alors que son État, où elle s'est dit, si elle était gabonaise, son État la convoque pour lui dire, voilà ce que vous avez posé comme acte quand vous étiez président de la République en 2018, quand le président Ali Bongo se retrouvait dans une situation où il a eu un AVC, nous savions tous que c'était elle la régente. C'est pas moi qui le dis. Non, là, vous avez écouté le procès. Donc, poursuivre l'État gabonais étant assise à Londres, je pense que c'est que Sylvie Aimé Valentin devait faire, c'est d'abord d'aller au Gabon, répondre de ses actes devant la justice gabonaise qui est indépendante. D'accord. Voilà. Juste une dernière question, enfin pour ma part en tout cas. Et Ali Bongo dans tout ça? Ali Bongo, il est poursuivi. Oui. Il est poursuivi. Pas de procès, lui? Si, il y a un procès, il est condamné. Et puis bon, voilà, il sera poursuivi davantage. Quand il mettra pied au Gabon, il reviendra au Gabon. Certainement, il repartira au Gabon. Il se retrouvera devant la justice gabonaise. De son pays. Vous savez, je termine avec ce mot. Il y a beaucoup qui pensent que, parce que Ali Bongo, parce que Noureddine Valentin, parce que Sylvie Aimé Valentin sont à Londres, et qu'il ne peut pas être poursuivi. Vous savez, il y a un grand homme d'État qu'on appelait Charles de Gaulle. Il disait qu'entre les États, ce qui compte, ce sont les intérêts. Vous savez ce qui s'est passé au niveau de l'Amérique du Sud? Ils ont été jugés, de toute façon. Vous savez ce qui s'est passé au niveau de l'Amérique du Sud? Vous pouvez vérifier. Ils sont condamnés. Oui, vous pouvez vérifier, Francis. Oui. Vous faites partie des meilleurs journalistes du continent africain. Ouais, vous avez toutes les informations. Ça, c'est vrai. Je vous le dis. Vrai. Vous faites partie des meilleurs journalistes du continent africain. Vous faites partie des meilleurs journalistes. Ah oui. Vous faites partie des meilleurs, pardonnez-moi, vous faites partie des meilleurs journalistes africains. Le procès qui se passe au Gabon, nous comptons sur les journalistes comme vous pour dire que Francis, notre continent, qui a tout ce qu'il faut, ce petit Gabon, si on vous dit 3 individus qui ont détourné plus de 4 400 milliards de francs CFA, si vous prenez le budget de l'éducation nationale, vous prenez le budget de l'agriculture, etc., vous allez à Libreville, vous allez à l'intérieur du pays, nous avons des lycées, nous avons encore des collèges qui n'ont pas de toilettes. Je pense que vous, en tant que grand journaliste, vous devrez, je pense que c'est ce que vous feriez, c'est de bien regarder où vont les Gabonais en ce moment. D'accord. À partir de ce procès. Le compliment était orienté, en fait. Voilà. Maître Jean-Paul Benoît, votre commentaire sur ce procès, en fait, ces actions judiciaires? Je vais essayer de répondre aux grands journalistes. Le Gabon, c'est un pays que je connais bien et je l'ai connu au moment où Omar Bongo était président et ensuite, un peu moins longtemps, Ali. C'est très difficile pour un Français de parler du Gabon parce que les relations entre le Gabon et la France, du temps de la famille Bongo et surtout d'Omar Bongo, étaient tout à fait représentatives de ce qu'on a appelé la Franc-Afrique. Tout le monde savait comment fonctionnait l'État gabonais et tout le monde savait qu'il y avait un certain nombre de détournements et d'utilisations à des fins personnelles des moyens de l'État. C'était une époque. Je ne dis pas que ça me permet d'excuser ce qui s'est passé. C'était une époque et comme vous l'avez dit vous-même, je ne sais pas si vous parlez à titre personnel ou comme conseiller stratégique. Je pense que les deux se croisent. Les deux se croisent. Vous nous avez expliqué que bâtir la démocratie, c'est un combat de tous les jours. Et que par essence, la démocratie est fragile. Alors la question que je me pose, est-ce que ce procès, je dis en passant, mais sans le critiquer, que le président actuel a parfaitement connu le système d'Omar Bongo, et surtout d'Omar Bongo et du fils, c'est que d'une certaine manière, il était, je le mets entre guillemets, partie prenante du système. Chaque fois qu'on fait un coup d'État ou qu'on change de gouvernement, on dit c'est la révolution du peuple pour le peuple et la morale va régner. Donc, il était sans doute indispensable que le pouvoir gabonais ne reste pas dans la famille Bongo. Maintenant,
le problème qui se pose, et c'est vrai de l'Afrique, c'est vrai aussi, d'ailleurs on peut le dire actuellement, si on parle de M. Trump aux États-Unis, ce qui compte, c'est la bonne gouvernance. Et moi, chaque fois que j'ai à intervenir sur ces sujets, je dis, ma préoccupation, c'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter les libertés, ça veut dire investir dans l'intérêt de l'ensemble des populations, et c'est vrai que le Gabon avait des moyens très importants, et que des investissements dans le domaine de l'éducation, dans le domaine social, dans le domaine des infrastructures, à part le Transgabonais d'ailleurs, n'ont pas été faits. Et que parce que quand il y a une responsabilité de ceux qui ont gouverné le Gabon pendant quasiment 50 ans. Alors maintenant, moi, j'entends votre discours, si j'ose dire, il est banal le discours du gouvernement actuel. Tous les gouvernements qui prennent le pouvoir font le même discours. Nous, c'est la morale, la justice est indépendante, et c'est une justice tellement indépendante qu'elle réussit en 2 jours à... Mais j'avais même que tout n'était pas dans le système, donc laissez une chance à l'enthousiasme. à boucler... Attends, j'en termine. À boucler un procès. Donc maintenant, Ali Bongo est à Londres, je n'ai pas du tout le sentiment qu'il reviendra un jour au Gabon, ni sa femme. Donc maintenant... Ces procès ont eu lieu avec toutes les... Je ne connais pas le dossier dans le détail, mais je sais qu'un procès aussi lourd sur des sommes aussi importantes, bâclé, je le dis comme ça, en 2 jours, ça me paraît quand même compliqué, ou en tout cas expéditif. Donc maintenant, moi, je vais juger le nouveau gouvernement sur pièce, bonne gouvernance, fin de la corruption, et c'est un problème qui n'est pas particulier au Gabon. Bien sûr. Donc voilà, et en tant que Français, ex-colonisateur, puisqu'en maintenant il faut... Vous le dites à chaque émission, on finit par s'y habituer. Il faut être dans la repentance permanente. Ou la lucidité. Ou la lucidité, je combine les deux. Donc je suis toujours assez modeste dans mes critiques ou dans mon appréciation. Ne te contrains pas à cette repentance. Cela vous honore. Gratien. Oui. J'entends bien qu'il y a des temps forts pour le Gabon, pour lutter contre la corruption. Mais en principe, la lutte contre la corruption, ça ne doit pas passer par des procès de corruption concernant les gens qui ne sont pas là, qu'on a laissé sortir. Bon, ça c'est autre chose. La maladie... On peut faire des procès par contumace. Oui, ça peut arriver, ça peut arriver. Mais le problème, si vraiment on veut lutter contre la corruption, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des mesures bien arrêtées? Est-ce que, par exemple, il y a une commission indépendante qui est chargé de dénoncer, de suivre tout ce qui est corruption? Est-ce qu'aujourd'hui, il a donné un très bon exemple des écoles qui manquent de toilettes au Gabon. Le Gabon, avec tant d'argent, avec un salaire, un président, en principe, et les autres présidents d'une taille du Gabon, en principe, ils ont des salaires de 3 000 à 4 000 euros. Non. Lui, il a... Mais oui. Bon, mais lui, non. Je connais ça. Bon. Mais là, ça veut dire que... Ils sont à 30... Il est à 30 combien mille? 30 000. 30 000. Cela veut dire que vraiment, on ne doit pas manquer de... En fait, la lutte contre la corruption, ça va avec la bonne gouvernance et aussi les intérêts pour les citoyens. Là vous parlez plutôt d'un État modeste, quoi, mais un État humble. En principe, sauf certains États qui exagèrent. Moi, je ne peux pas comprendre comment un État africain peut avoir... Le président peut avoir un salaire qui dépasse de loin, qui double le salaire du président français, mais il ne fait pas beaucoup de boulot, plus que le président français. Oui, bon. L'État continue. Non, c'est certainement les Africains, ils font consolider. C'est pas un problème majeur. Est-ce qu'on vit avec la société? C'est pas le plus important. Bon, c'est pas le plus important. Mais au niveau de la lutte contre la corruption et les procès en soi, moi, si on me dit que, par exemple, pour les magistrats qui vont juger, non, qui mais vont un lutter salaire, contre... c'est pas une corruption. Oui. Non, c'est pas la corruption. En même temps, c'est... Oui. On voit bien la tendance. Mais si on concluez, on va écouter... Oui, je conclue. Si vraiment on dit qu'il va y avoir un tribunal qui est indépendant, qui va lutter contre la corruption, qui peut arrêter même un ministre en fonction, sans demander l'autorisation, qui a une certaine indépendance, là, je dirais, vous êtes sur le bon chemin. Très bien. Ben, on va voir. Alfred. Je vais faire vite. Il y a 2 séquences dans ce procès qui arrive. La première, ça a été effectivement l'exfiltration des Bongo pour Londres, pour des raisons de santé. Cette exfiltration n'était pas seulement liée à la question de la santé, c'était une question politique. Et
tu as très bien fait de rappeler l'intervention de l'Union africaine pour ôter une épine au pied du nouveau pouvoir de Oligui Nguema. Ça, c'est la séquence politique. La deuxième séquence qu'on vient de vivre, judiciaire, pour moi, est symbolique. Symbolique, il faut marquer le coup et donner un signal fort pour dire, désormais, on ne tolérera plus qu'il y ait des détournements de fonds comme ça. Prévention. Donc, fonction préventive pour moi. C'est pourquoi je parle de symbolique. Est-ce que ça va avoir un impact réel par la suite? Ça, on jugera sur pièce. Mais l'initiative n'est pas mauvaise. Troisième point, la question du salaire, c'est important. C'est... Excusez-moi, je voulais préciser que par rapport au salaire du président, il avait renoncé à son salaire. Hein. Voilà. D'accord, ok, très bien. Il a renoncé à son salaire. Il a renoncé à son salaire présidentiel. Donc il n'a pas de salaire. Voilà, il n'a pas de salaire. Ah bah ça, c'est encore plus inquiétant. Attendez, le Gabon du président, il y a le budget de fonctionnement de la présidence. Et il y a le budget de fonctionnement de la présidence, il va puiser je précise qu'il avait renoncé à son salaire. Oui. Merci pour l'information. N'est-ce pas? Et ça c'est très bien. Maintenant, c'est vraiment la suite qui me paraît le plus important. Dire qu'on n'a pas besoin de ce retour au passé, il faut regarder vers le futur. Et Gratien a lancé une idée qui me paraît tout à fait pertinente, de dire qu'il faut créer une commission ad hoc qui va justement enquêter sur tous les actes de détournement des deniers publics qui ont eu lieu. Qui vont avoir lieu. Ou qui vont avoir, mais ça on ne peut pas dire, mais surtout sur ce qui s'est passé pendant les 14 années, puisque là ce sont des lampistes. Hein. Il y a des structures qui existent pour vérifier tout ce que vous êtes en train de dire. Terminé, Alfred. Oui, et que donc, là ce sont des lampistes qu'on a pris et puis, pour faire symbole, mais il faut effectivement ce mécanisme qui... Non, moi je mets de côté les bongos, non, les jeunes, les jeunes qui ont profité du système. Ce ne sont pas les... Non, mais les dossiers sont très lourds. Oui, mais ce ne sont pas les plus grands, puisque... Enfin, les dossiers sont pas les plus grands. Non, mais sont pas les plus grands. D'un mot comme avocat, s'il y a une magistrature indépendante, comme vous le dites, et j'espère que c'est tout à fait exact, il n'y a pas besoin de créer une commission ad hoc. On est tout à fait d'accord. On crée une commission ad hoc justement quand la magistrature ne fait pas son travail. On va avancer. Oui, alors, d'un mot, Alfred. Oui, mais j'allais chuter en disant qu'il faut vraiment une justice indépendante pour pouvoir juger de manière sereine, impartiale, tout le monde. Ça ne vaut pas seulement pour le Gabon, ça. Ça vaut... Exactement. C'est un principe général. Conclusion, en 2 minutes, mon cher. En conclusion, c'est que je voulais dire, après avoir vous écouté, ce que nous devons noter, c'est que nous avons des magistrats qui ont été formés dans des grandes écoles, au Gabon et à l'extérieur. Et le procès qui est en train de se passer, c'est en respectant, si vous voulez donc, toutes les procédures judiciaires qui existent. Ce n'est pas un procès expéditif, comme vous avez dit. Voyez, c'est un procès historique. Tout à l'heure, maître, je vous écoutais, vous étiez en train de parler de la bonne gouvernance. Oui. Qui demande cette bonne gouvernance? C'est l'ONU, c'est d'autres institutions, c'est l'Union africaine. Le Gabon, avec le président Oligui, nous sommes sur cette voie. Nous avons besoin de nos frères africains, vous qui êtes là, de soutenir la voie que le Gabon est en train de prendre. Vous voyez, par exemple, pour rassurer les investisseurs extérieurs, ils ont besoin de quoi? De ce signal fort que le président Oligui est en train de lancer. Plus d'enrichissement illicite, plus de corruption. D'accord. Vous voyez? Donc, nous sommes dans un procès historique. Nous sommes en train de construire un état de droit dans cette 5e République naissante sous la présidence du président Oligui Nguema. Et nous avons besoin des démocrates, des maîtres, de nos frères africains. Vous, je reprends, vous qui faites partie de cette élite des journalistes du continent africain. J'aimerais que vous alliez au Gabon
interroger le président Oligui, faire des enquêtes sur le travail que les magistrats gabonais sont en train de faire. Oui. Vous allez comprendre que ce sont les mêmes magistrats qui étaient sous le règne d'Ali Bongo qui sont en train de faire leur travail en appliquant tout simplement les procédures judiciaires qui existent, donc la loi. Nous avons besoin de votre soutien. Bon. Nous luttons contre la corruption. Nous luttons contre l'enrichissement illicite. C'est ce qu'on n'accepte plus dans les États de droit. L'Afrique a besoin des magistrats, une justice indépendante dans nos États pour que nos États puissent se construire. Donc, le Gabon a besoin de votre soutien. Bon, merci Jean-Aimé Mouketo, merci beaucoup. Changement de décor, de climat, on parle de la France à présent. Un horizon d'extrême droite en France pour de nombreux Français. Il semble désormais acquis que le Rassemblement national sera aux commandes de l'État à l'issue de la prochaine présidentielle. Mais cette projection, soutenue, il faut dire, par plusieurs médias, n'est pas une nouveauté à proprement parler. Au-delà des sondages, plusieurs politiques, tout camp confondu, s'accordent désormais sur la droitisation de la société française, une banalisation des idées des droites extrêmes. Maître Jean-Paul Benoît, dans une enquête publiée chaque année, intitulée « Fracture française », on parle d'une, je cite, d'une France fatiguée, inquiète et en quête d'autorité. Est-ce que ce constat, j'allais dire, clinique, suffit à expliquer cette banalisation des idées de l'extrême droite? C'est un constat clinique qui a été fait souvent dans l'histoire de France. Oui. On l'a connu sous la 4e République, on l'a connu au début de la 5e, il y a eu après la chute du mur du Berlin avec les problèmes en Europe centrale. Bref, le constat clinique, pour moi, il n'est pas tellement nouveau, puisque les sociétés sont toujours travaillées par des idées extrémistes. Regardez en 1934 en France. Bon, donc, il y a un climat, effectivement, qui est aggravé par la difficulté financière et la dette française, qui permet de dire, à partir de cette dette, que l'État est en quasi-faillite, ce qui n'est pas le cas. Quand on fait des sondages, moi je ne pense pas que le Front National gagnera les élections présidentielles. Je ne le pense pas du tout. Je ne dis pas ça pour me rassurer. Non. Je dis simplement que la configuration du second tour déterminera le succès ou l'échec de Mme Le Pen ou de M. Bardella. Si Le Pen et Bardella ont en face d'eux un candidat de second tour qui vient du centre droit ou du centre gauche, ils seront battus. Madame Le Pen ou M. Bardella ne peuvent gagner la présidentielle que s'ils ont en face d'eux l'autre extrême, qui pratique le même système sémantique, psychologique, de peur. Qu'appelez-vous l'autre extrême pour ceux qui nous écoutent? Le parti de M. Mélenchon. Donc, la France insoumise. La France insoumise. Donc, moi, je ne dis pas, parce que les sondages, effectivement, marquent qu'il y a une droitisation de la société française. Si on prend LR, le centre-droit et Le Pen, ça fait 70% quasiment des intentions de vote. Et on voit effectivement... Cela dit, LFI, France Insoumise, donc, et le RN, l'Assemblée nationale, ce sont bien deux idéologies distinctes. Parce qu'on les met souvent dos à dos, mais enfin, ce sont quand même deux idéologies distinctes. Oui. Mais ce sont deux idéologies autoritaires et des idéologies que j'appellerais rudimentaires. Parce que la nuance est un effort. En démocratie, la nuance est nécessaire. Et moi, je reprends toujours la phrase de Raymond Aron qui disait « Je suis un fanatique de la nuance, c'est mon seul fanatisme ». Donc, je ne suis pas totalement pessimiste. Je prends en compte tout ce que vous dites. Je connais la situation financière du pays, la division de l'Assemblée nationale et l'incapacité de trouver une voie intelligente pour avoir un budget efficace et qui réduise la dette de la France. Voilà, mais une question rapide, Alfred. Est-ce que certains médias en France aujourd'hui participent à cette banalisation des idées de l'extrême droite? Beaucoup de médias, pas certains, beaucoup de médias. Beaucoup. On ne va pas les citer ici, mais qui sont effectivement dans cette logique. Maître Jean-Paul Benoît a envie de les citer, mais bon, on ne va pas... Non, on va pas le faire. On peut les citer, mais on ne va pas le faire. N'est-ce pas? Et donc, ils participent à la diffusion, à la propagation
de ces idées-là, mais pas seulement de ces idées, mais parfois souvent des fausses informations qui inquiètent davantage l'opinion. Et ce sondage, malheureusement, participe de cette logique-là. Quand on le lit, cette enquête, quand on la lit dans le fond, on s'aperçoit effectivement que, enfin, vous dites, il y a 22% des sympathisants du Front National. Et de l'autre côté, quand on scrute les analyses et des choses comme ça, vous dites, ils sont en tête des opinions pour gagner l'élection présidentielle. Et donc, on se dit, mais au fond, il y a là la manipulation, il y a une subtilité dans la manipulation de l'information. Et comme il y a cette inquiétude, et d'ailleurs l'enquête est menée après justement la chute du gouvernement Bayrou et puis le précédent, le Cornu, et donc il y a cette inquiétude qui est là. Et ça surfe sur l'inquiétude de l'opinion. Mais en oubliant effectivement que d'abord, c'est un sondage qui est en plus fait par téléphone, voilà, une journée, et puis la vérité de l'heure du sondage et celle de l'heure d'après n'est pas la même, et que donc il faut vraiment prendre avec des pincettes, même si la tendance en Europe, effectivement, est à ces extrémismes de droite qui arrivent au pouvoir et qui surfent sur la présence de Trump aussi aux États-Unis. Alors, on parle donc d'un climat quand même. Hein. Oui, absolument. Alors, le mot, il est très intéressant. Alors, je voulais attirer votre attention sur cet événement récent. C'était le 15 novembre dernier, une association dénommée, dite de défense de la mémoire du maréchal Pétain, l'ADMP, qui a organisé une cérémonie religieuse dans une église à Verdun en hommage à Philippe Pétain. Une cérémonie interdite par le maire de la ville pour trouble à l'ordre public, puis autorisée par le tribunal administratif de Nancy. Alors, à l'extérieur de l'église, il faut rappeler quand même plusieurs manifestants étaient venus pour protester contre cette cérémonie, et des politiques de tous bords ont également dénoncé cette initiative, y compris M. Bardella d'ailleurs. Oui, tout à fait. Non, mais Bardella veut toujours se distinguer par rapport aux... Les politiques ont donc dénoncé cette initiative et les propos révisionnistes qui ont été prononcés par ces admirateurs de Pétain. Alors, est-ce que cette affaire est aussi symptomatique, selon vous, de ce climat dont on parle quand même, de cette droitisation de la société française ou pas? Même si l'événement paraît isolé, mais il est quand même indicatif de ce climat-là. Le mot climat que tu as utilisé, Jean-Paul, Francis, résume bien justement ce qui est en train de se passer et comment on construit ce climat, en essayant de réveiller de vieilles lunes. Mais Philippe Pétain, d'abord, il a été déchu de son grade de maréchal, donc... il a été frappé d'indignité nationale. On ne dit plus maréchal, d'ailleurs. Non, il a perdu ses titres. Exactement. Et juridiquement, c'est l'indignité nationale qui compte. Mais il y a toujours eu une espèce de petite cohorte qui soutenait la mémoire de Pétain. C'est pas nouveau. Sauf que là, dans la mesure où on a fait une messe à la mémoire de Pétain, qui est assez surprenant. C'est surprenant. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est pas la messe. C'est la médiatisation de la messe. Parce que la messe en soi, pour moi, c'est une affaire presque privée. Ça se passait à l'intérieur de l'église. Ce qui se dit dans les églises et les mosquées, synagogues, on ne sait pas. Ça ne dit rien. Quel que soit ce qu'on dit. Vaut mieux savoir ce qu'on dit. Oui. Et donc, du coup, mais surtout, la médiatisation de cela, les manifestations après, ça aurait été une histoire dans l'église, dans le fin fond de la France, sans qu'il y ait médiatisation. On ne l'aurait pas su et ça n'aurait pas fait d'effet. D'autant que l'association est active depuis plusieurs années. Oui, donc moi, je condamne la médiatisation, sinon les gens à la messe, à l'intérieur de la messe. C'est le climat. Oui, c'est le climat. J'ai aimé un mot rapidement. Je voulais dire un mot rapidement. Moi, ce qui m'attriste quand je regarde la politique française, quand j'étais au lycée, à l'université, c'était une France qui était considérée comme un modèle sur le plan politique, avec des grandes personnalités quand il s'agissait des élections présidentielles. Vous voyez, pendant les années 80, jusqu'un peu à 90. Des belles années, c'est ça? Pour moi, c'était des belles années politiques. Aujourd'hui, pour devenir président de la République française,
il suffit des débats qui vont dans tous les sens. Vous voyez, ça je vous le dis, des débats qui vont dans le sens. C'est un peu simple. Regardez un peu. Ils ne sont pas tous devenus présidents non plus. Non, voilà. Le jeune Barbella. Le jeune Barbella. Ouais, il n'est pas président. Jordan. Attendez, il n'est pas président, il peut devenir président de la République française. Vous savez... En tout cas, il y a des médias qui le présentent comme présidentiable. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est peut-être ça qui interroge d'ailleurs. Voilà. Aux États-Unis, c'était le cas. Trump, c'est fini, ainsi de suite. Ouais, c'est un autre contexte. Vous avez dit que la France est à droite, à 70%. Vous avez donné 2 exemples, en citant le cas où on se retrouvait au 2e tour, entre d'un côté le Rassemblement national et comment on les appelle, les Insoumis. Les Insoumis. Le choix sera vite fait. Oui, oui. Vous allez voir, même ceux de la droite, de façon générale, voteront l'extrême droite. Mais ce qui m'étonne, En conclusion. on parle de l'extrême gauche, mais dans cette extrême gauche, on ne parle pas de la gauche qui a gouverné la France. Et c'est un peu d'engager des débats pour qu'on revienne, peut-être pas revenir à cette confrontation gauche-droite. Qu'est-ce que vous reprochez la gauche? Mais je pense qu'il faudrait qu'on revienne un peu dans cette France qui a besoin de cette élite politique. On va conclure. Voilà. On va conclure. Même au niveau des journalistes, vos collègues, En France, nous avons besoin un peu d'efforts. Vous avez raison. La gauche ne peut gagner en France que si c'est la gauche social-démocrate, pour simplifier le vocabulaire, qui est majoritaire et qui est le parti qui entraîne. Mitterrand a gagné parce qu'il était plus fort que le Parti communiste. Si la gauche se résume à LFI, elle est marginalisée. Donc c'est pour ça qu'il y a eu, par exemple, le week-end dernier, autour de Bernard Cazeneuve, un rassemblement où il y avait Glucksmann, Hollande, tous les anciens présidents espèrent le redevenir d'ailleurs, mais ça fait partie des rêves démocratiques. Oui. Mais voilà, donc... Bon, à vous entendre... La France est à droite, mais elle n'est pas à l'extrême droite. Très bien, bah écoutez... C'est ce que je pense. Je vais peut-être résumer vos propos par cette expression qu'on dit souvent, à vous entendre, le pire n'est jamais sûr. Non, n'est-ce pas? Le pire n'est jamais sûr. Dernier sujet de cette édition de Panel Hebdo, une nouvelle séquence du conflit qui oppose la RDC et le Rwanda. Ce 15 novembre à Doha, au Qatar, les représentants du pouvoir congolais et ceux du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, ont signé un accord cadre préalable à un accord de paix dans l'est de la RDC. Certains saluent une avancée supplémentaire vers la paix, mais d'autres estiment qu'il s'agit d'un nouveau petit tour au Qatar pour rien. Alors, Alfred, je me tourne vers vous, vers Gratien d'ailleurs. Alors, on parle d'un accord cadre. Certains d'ailleurs appellent ça une feuille de route, préalable à un accord de paix. Autant dire qu'on est encore loin d'une véritable cessation des hostilités. Exactement, on en est encore loin, mais ça, c'est la diplomatie des petits pas. Si on pouvait faire des pas des géants. Ça fait beaucoup de pas, quand même. Oui, mais oui, il en faut, justement, ces petits pas. Non, parce qu'il faut dire qu'il y a eu l'accord de Washington. Exactement. Il y a eu les interventions et recommandations de Doha aussi, ils avaient fait un accord. D'abord des instances régionales, bien sûr. de l'Union africaine, et puis Doha. Oui. Donc tout ça, ce sont des pas qui se sont additionnés et qui nous amènent vers la paix ou pas? C'est vraiment un acheminement, pas à pas, vers cette paix-là. L'accord cadre s'inscrit dans la continuité des accords précédents que vous venez d'évoquer, Francis. Ça se trouve dans le préambule de l'accord cadre. Oui. Ensuite, il y a, dans l'introduction, on rappelle ce qui a déjà été fait et puis qui doit conduire vers l'accord de paix, que tous les signataires sont d'accord justement pour s'inscrire dans cet accord cadre. Ensuite, il y a le rappel des propositions qui ont été faites, des accords qui ont... Oui, vous pensez que les choses avancent? Non, je dis... non, mais vous pensez qu'il y a des avancées ou pas? C'est ça. C'est une avancée. C'est une avancée, je vais m'expliquer. Donc, l'accord rappelle effectivement qu'il y a déjà 2 mécanismes qui ont été votés en septembre pour la libération des prisonniers et 2, le mécanisme justement de contrôle et de vérification de la cessation des hostilités. Il en reste 6. D'accord. Et ces 6 qui restent
sont à négocier, à discuter entre les signataires. Et ils sont tous d'accord pour dire, oui, le reste les 6 points qui restent, nous sommes d'accord, les discussions doivent être engagées justement au moins 5 semaines après ou 2 semaines après la signature de cet accord cadre. Il y a un point qui reste très flou Oui. voilà, dans cet accord. Ce sont ces 8 chapitres consacrés à ce qu'on appelle les causes profondes du conflit. Alors, ces causes profondes du conflit peuvent être diversement interprétées. Et là, on n'est pas encore... non, ça peut repousser indéfiniment, justement, l'échéance de l'apaisement. Non, l'accord cadre est bien précis sur les difficultés qui peuvent survenir. Les causes profondes du conflit, vous les connaissez, vous? Oui, mais c'est mentionné d'ailleurs dans l'accord cadre. Oui. On les évoque. Mais ce qui est intéressant dans cet accord cadre par rapport aux accords qui ont précédé, c'est que tous les signataires sont d'accord, sur la souveraineté de la RD Congo, Oui. sur l'intégrité du territoire et sur le fait que c'est le gouvernement de la RD Congo qui reste maître pour arriver justement, après signature de ces accords-là. Quoique Voilà. le représentant de la délégation du M23 à Doha, Oui. M. Benjamin Mponimpa, Oui. selon lui, l'accord en question, l'accord de Doha, en question ne comporte aucune clause contraignante et ne change en rien la situation sur le terrain. Alors qu'est-ce qui Oui. D'abord, ce qu'il a dit, il y a les 2 points qui ont été, je dirais, actés, mais en réalité qui vont jamais, je dirais pas, qui ne sont pas appliqués. C'est notamment les échanges de prisonniers. Ça, c'est pas fait. Du côté de RD Congo, ils ne sont pas exécutés, ils n'ont pas libéré les prisonniers. 2, le cessez-le-feu, il n'y a pas de mécanisme de cessez-le-feu parce qu'il n'y a personne pour surveiller. Revenant en fait à la... Non, je termine, je continue déjà. Revenant à l'accord, en principe, cet accord a été signé parce qu'au préalable, avant, le 13 novembre, les 2 présidents, le président rwandais et le président congolais, devaient être à Washington pour signer un accord. Après l'accord de Doha. Or, il n'y a pas eu d'accord de Doha. À Doha, il s'est posé des problèmes sur notamment les points sur lesquels ils peuvent s'entendre pour, disons, sortir diplomatiquement, montrer que la phase est terminée sans fâcher les États-Unis ou le Qatar. Ils ont signé ce texte qui est vraiment un truc juste un texte, mais qui n'a pas de valeur contraignante. Il a fallu même que le secrétaire général de l'AFCM 23, Bertrand Bisimwa, soit là-bas. C'est la première fois qu'il est à Doha au moment de la signature. Mais ils l'ont même expliqué, je pense aujourd'hui, ils ont fait une réunion à expliquer à tout le monde. En tout cas, cet accord ne fait pas avancer. Non, il n'y a rien qui avance avec l'accord. C'est juste les intentions, c'est les principes, mais rien n'avance avec cet accord. D'accord. C'est une déclaration sur le terrain, c'est ça. D'accord. Non, mais on verra la suite. C'est une déclaration de principe et de bonnes intentions. Non, c'est vraiment un accord cadre qui fixe le cadre de la suite et tous les protagonistes. De la suite et des négociations. Mais qui en même temps fige la situation. Mais justement, le but, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas continuation de la guerre. Mais la guerre continue. De toute façon, quoi qu'il en coûte. La guerre continue. Non. Il n'y a pas de cessation des hostilités, puisque le représentant du M23, qui était à Doha, dans la délégation du M23, dit lui-même rien ne change sur le terrain. Cet accord ne change en rien la situation sur le terrain, dit-il. Oui, mais il a signé cet accord. Oui, non, mais qu'est-ce que cela signifie, changer la situation sur le terrain? Ça veut dire qu'ils gardent leur position en tant que force occupante. Mais dans l'accord, c'est bien marqué. C'est une force d'occupation. Non. Mais ils ont occupé Chabonda, là, dernièrement. Non. Ah oui. L'accord dit très explicitement, et tous y sont d'accord, le figement de la situation. C'est-à-dire, Goma et Bukavu sont toujours occupés. Oui, exactement. Okay. Et que donc, il y a de nouvelles conquêtes dans les négociations qui vont arriver résolument, il arrivera un moment où c'est au gouvernement qu'il reviendra une fois que les 6 autres dispositifs
mécanismes auront été... Désolé, mais le chronomètre m'oblige à vous interrompre. Je sais que Jean-Aimé aurait beaucoup de choses à dire hein, sur la situation RD Congo. Je n'aurais pas beaucoup de choses à dire. Tout ce que je voulais dire... Mais on a donné la priorité à Alfred et Grasset. Oui, je vous en prie. Qui suivent beaucoup ce dossier, évidemment. Assidûment. Ce que je voulais dire rapidement en 30 secondes, c'est que voilà des erreurs que l'un des pays le plus grand, le plus puissant même, est en train de commettre, la République démocratique du Congo. Puissant, je ne sais pas. Oui, puissant, dans plusieurs domaines, je ne vais pas revenir sur ça. Potentiellement. C'est-à-dire qu'on parle, là je vous écoutais, accord cadre, des rencontres au Qatar. Mais à l'intérieur de la République démocratique du Congo, pourquoi les Congolaises et Congolais ne se retrouvent pas d'abord entre eux pour résoudre ce problème? Ils vont chaque fois pour résoudre leur problème, c'est-à-dire qu'ils sont dans la situation d'incapacité. C'est un conflit. Les médiations internationales sont bienvenues en général. Ça discute beaucoup en intérieur. Voilà, sur le plan international. On ne nous dit pas. Non, les médiations internationales sont toujours pourquoi le Congo est dans cette situation? Pourquoi le Congo est dans cette situation? Mais parce que la République démocratique du Congo est sous l'occupation des réseaux mafieux qui exploitent ces richesses. Ah ben d'accord. Alors pourquoi les Congolais eux-mêmes ne disent pas d'abord que voilà le problème, retrouvons-nous. Vous lancez un débat en fin d'émission. C'est vrai que bon, le terme mafieux est un terme, voilà, c'est une nébuleuse d'une mafia. Hein. Ah oui, quand on exploite les richesses d'un pays le plus grand, je pense qu'il faut utiliser les vrais mots. Oui, oui. Vous savez, pour que... On fera une émission, vous allez nous décrypter cette nébuleuse dont vous parlez. Ça me fera vraiment plaisir et j'aimerais vraiment engager un débat avec nos frères et nos sœurs donc, du Congo. Il faut qu'ils comprennent d'abord. En tout cas, pour l'instant, les occupants sont très clairement identifiés. Voilà, les pays aujourd'hui qui se disent grands pays, c'est d'abord, ils ont résolu leurs problèmes à l'intérieur. Merci beaucoup. Jean-Paul Benoît, merci d'être venu. Merci. Merci Jean-Aimé Moukoutou. Mais je t'en prie. Merci beaucoup. Alfred, merci à vous. Merci Gracien, Francis. merci beaucoup. Merci. Et merci à la très patiente équipe technique, Moustapha Kanté et Romain Clicquot-Demenque. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. Ça sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera, que toute l'équipe vous retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.